Steven Soderbergh et Quentin Dupieux, deux cinéastes qui se ressemblent énormément, un épisode qui tombe à pic, une date de sortie française qui tombe à pic. Tout simplement, hein. Allons-y. Allons-y. Bah, on envoie le générique et puis on voilà, découvre. et puis après on a des coups. Allez, c'est on a parti. des coups, ça veut rien dire. Générique. Allez, générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis Florian Epp, à mes côtés Guillaume André Petit, le Gap. C'est moi. Salut à tous. Comment ça va? Bah, ça va, il fait beau, il fait chaud. C'est la Coupe du Monde. Oui. Là, on enregistre 2 heures avant France-Sénégal. Ouais. Voilà, on sait pas quand vous écouterez cet épisode, on aura le résultat C'est ça. de France-Sénégal. Vous tiendrez au courant nos mois du passé qui ne savent pas encore le résultat. Je pense. Replay d'Iliman Ndiaye. Moi, je vois 2-0 pour la France. Ok. Et c'est marrant, ça, le pronostic qui est déjà mort avant même d'avoir été fait, quoi. Oui, c'est ça qui est 2-0 pour la Moi, France. je dis 2-2. Ok. Donc là, si vous nous écoutez, ça se trouve, vous foutez de notre gueule. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Ouais. football, nous sommes là pour parler de cinéma de 7e oui. art, de pellicules qui brûlent, de 34 images par... Le mec, il n'a aucun... 34 images par seconde. C'est quoi ça? Il y en a 24. Non, en plus, comme on le disait en intro, c'est fou parce que... 24 fois la vérité par seconde, du coup. Oui. C'est le... Mais comme on le disait en intro, c'est deux cinéastes qui se ressemblent énormément dans la fabrication de leur art, ou en tout cas l'un est inspiré par l'autre énormément. Bien sûr. Et c'est ultra intéressant de mettre en parallèle les deux films et les deux carrières des deux cinéastes, puisque tous les deux, bon, évidemment, la blague a été faite et refaite, mais bon, c'est vrai que Quentin Dupieux sort 2 films par an, Soderbergh sort 2 films par an depuis 10 ans maintenant. On sent que ça, on sort 3 par an. Voilà, mais en tout cas... mais Dupieux et Soderbergh sont les plus peut-être mainstream Oui. des réalisateurs à avoir ce rythme de sortie effréné. Notamment aussi, quel est leur grand point commun? C'est qu'ils sont tous les deux maîtres de leur objet, qu'ils ont Tout à tous les fait. deux saisi leurs moyens de production, Oui. puisqu'ils s'occupent de la photographie, du tournage, de la réalisation, du montage, même un Tout peu à de la fait. production. Là, par contre, Soderbergh n'est pas tant sur le scénario. En tout cas, Dupieux écrit ses scénarios. Soderbergh ne les écrit plus parce qu'il veut se concentrer vraiment sur la réalisation et sur le filmage. Exactement. Là où Dupieux est totalement et démiurgique à 100% sur ses films. Encore que il y a les comédiens, mais ça aussi c'est un point commun qu'ils partagent, c'est vraiment leur confiance accordée aux comédiens. Enfin, confiance pas vraiment du côté de Dupieux, puisqu'il il empêche l'improvisation. Très et écrit. C'est ça. Là où Soderbergh laisse beaucoup de liberté à ses acteurs et à ses actrices. Donc voilà. Ils n'ont pas que des points communs, mais en tout cas, ils ont beaucoup de... Il y a un lien qui se fait. Il y a un lien qui se fait dans cette quelque part. espèce de création effrénée comme ça. Voilà. Est-ce qu'on commence par Steven Soderbergh? Eh ben, commençons par le Steven. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de Steven. On n'a jamais encore. parlé de Steven Ce qui est Soderbergh étonnant. encore. On a commencé le podcast. Si, on en a un peu parlé dans les tops de l'année dernière. Moi, Tout j'ai à fait. Ouais, j'ai mis présence. effectivement. Moi, je les avais mis en mention honorable, les deux. Puisque, oui, effectivement, les deux derniers films de Soderbergh l'année dernière étaient sortis en 2025. Tout à fait. Black Bag et Présence, qui étaient deux films qui... Ça faisait longtemps que Soderbergh n'était pas revenu en pompe un peu dans le cinéma, dans la critique. Mmh. Il a fait 2 films qui ont été remarqués, qui ont beaucoup de gens vu, parce qu'il se faisait quand même assez rare ces dernières années, de par sa méthode de production et de distribution, où Soderbergh a une économie très précise, où il fait des tout petits films, de manière à ce qu'il ait le plus de liberté possible. Et donc forcément, bah du coup, et puis surtout, il ne fétichise pas la salle de cinéma et en fait diffuse ses films à qui le veut bien. Et l'important pour lui, c'est de tourner tout simplement. Et rapide retour parce que bon, il y a énormément de choses à dire et je pense qu'on y consacrera une émission. Bien sûr. Parce que entre-temps, voilà, Soderbergh, moi c'est un cinéaste que j'ai toujours beaucoup aimé, que j'ai suivi, que je suis depuis très longtemps. Notamment parce que, pour les mêmes raisons que Dupieux finalement, quand on a un peu
une envie de faire du cinéma, forcément, des gens qui font ça avec très peu de moyens et rapidement, comme Soderbergh, comme Dupieux, c'est une inspiration. Donc Soderbergh, je suis vraiment sa carrière depuis au moins 10 ans où je m'intéresse beaucoup à ce qu'il fait, je regarde tout. Donc voilà. Et Dupieux pareil pour le coup. Donc c'est 2 cinéastes que je maîtrise, je suis très content. Je suis venu les pieds sous la table aujourd'hui. Oui, non mais clairement. Donc voilà, je suis très très content qu'on en parle. Et Soderbergh, on en fera un épisode Ah oui, spécial. non, mais ça c'est certain. Voilà. Et on invitera Monsieur Frédéric Mercier, Évidemment. dont Un ami. dont j'ai lu le livre en 2 volumes qu'il a écrit sur Soderbergh et que je vous recommande chaudement. C'est vraiment très très éclairant sur toute l'œuvre de Soderbergh. C'est passionnant, c'est super. Le premier volume se focus sur les années digitales de Soderbergh, analogiques, pardon, de Soderbergh, donc les films en pellicule, la première partie de carrière jusqu'au biopic sur le Che Guevara. Et le deuxième volume, c'est donc les années digitales, là où Soderbergh commence à découvrir le numérique, à multiplier les canaux de distribution, à rentrer dans le streaming, la série télé, le téléfilm, etc., etc. Vraiment, c'est passionnant, c'est hyper complet. Et je vous recommande ces 2 livres. Et j'espère que Monsieur Mercier nous fera l'honneur de sa présence dans Drapeau Rouge. Présence. Oui, tout à fait. Oui. Afin qu'on développe tout ça. Pour un rapide retour, Soderbergh, c'est un mec qui a connu très vite, par un espèce de coup de hasard ou d'intervention divine, appelez ça comme vous voulez. À 27 ans, son premier long métrage, Sexe, mensonges et vidéo, était censé être sélectionné à la 15aine des réalisateurs à Cannes, ou Un certain regard, je sais plus quelle séquence parallèle du festival. Un film de la sélection officielle ne peut pas être présent, et du coup, Soderbergh se retrouve dans la sélection. Non content de se retrouver dans la sélection, il remporte la Palme d'Or pour son premier film. 27 ans. Incroyable. Et il aura les premières lignes de son discours quand il récupère sa Palme d'Or, c'est ah bah là, à partir de là, je ne peux faire que descendre. Bah ouais, c'est Ce qui est fou parce que c'est son premier film, il a 27 ans, et d'avoir cette espèce de recul. dingue. Parce qu'il sait très bien, en fait, Soderbergh, c'était pas un mec qui était censé gagner une Palme d'Or. C'est un réalisateur qui expérimente. Attends, entre parenthèses, le film est incroyable. Moi, Oui. Non mais alors je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et wow, j'ai pris ma claque. Ouais. Mais Sexe, mensonges et vidéo, c'est vraiment un film qui a été très important. Pareil, quand je découvre un peu le cinéma, il y a de ça 10-15 ans. Et j'aime beaucoup ce film. Après, il s'auto-sabote un petit peu volontairement en allant essayer de faire des films. Il sort son deuxième film, c'est Kafka, espèce de faux biopic sur Kafka, très stylisé, très peu de dialogue, hommage aux films muets des années 30. Puis il sort un peu des films comme ça qui flopent un peu tous jusqu'à sa période Cut and Funky, Cutty and Funky, qui est donc les Hors d'atteinte, Ocean's Eleven, ce moment où en fait il privilégie la rapidité, l'expérimentation, le montage frénétique, le divertissement finalement sous un autre angle. Mais j'ai hâte aussi qu'on se pose et qu'on discute longuement de Soderbergh tout court, mais des Oceans, de la trilogie. Ah mais oui, c'est incroyable. Parce que c'est acté que voilà, tout le monde kiffe Oceans, la trilogie Oceans, machin tout. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça parce que c'est quelque chose de très important. Mais oui, et c'est vraiment dans le livre du coup dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment explicité, et c'est surtout très intéressant de montrer que Soderbergh est un auteur qui change la définition même de ce qu'est un auteur. Là où notre vision de l'auteur qui fait des films serait un cinéaste qui écrit, qui prend du temps, qui a une empreinte visuelle, qui a une patte, qui a des obsessions, que ce soit dans les thèmes de l'écriture ou dans des références visuelles qui reviennent, des façons de bouger la caméra. Lui, Soderbergh, ça se passe ailleurs. Ça se passe dans la fabrication du film, plus que dans le film lui-même. Tout en réinventant sa forme à chaque fois, il a toujours... c'est ça. Tout ce cas, on va en parler là, mais tout est... Ouais, c'est dingue. Tout est dans le cadre. Et puis t'as diverses périodes pendant toute sa carrière où il est passé par différentes étapes. Là, maintenant, aujourd'hui, Soderbergh a 63 ans, il a la soixantaine, il est plutôt sur la fin. 63 ans, je Enfin, il est plutôt sur la fin. En tout cas, on va dire qu'il a plus de passé que de futur, vu qu'il a commencé il y a 40 ans. Après, c'est vrai que si Soderbergh vit jusqu'à 100 ans,
Et qui continue à faire des films. Je suis très très heureux. Vas-y, hein. Mais au final, oui, c'est un cinéaste qu'on regarde un peu de haut parce que justement, d'ailleurs, j'écoutais un peu des critiques là sur The Christophers, mais encore une fois, mais quelle tristesse, mais Mais oui. je n'en peux plus. Mais et ça aussi, c'est un sujet, la critique Ouais. autour de Soderbergh, c'est quelque chose aussi. Bah, les gens se permettent de le prendre de haut parce qu'il n'a pas la patine auteur Mais oui. qui tombe sous leur Et c'est pas définition. Spielberg, en fait. Ni Paul Thomas Anderson. En fait, parce que il fait pas des grands films qui ont l'air de grands films, bah du coup, il mérite pas d'être regardé comme un auteur ou ses films comme étant intéressants. On le voit un peu comme un mec dans son coin qui fait ses petits films. Et je pense que ces critiques-là, c'est pile ce que je disais juste avant, c'est pile les gens qui vont dire ah, par contre, Ocean, c'est trop bien. C'est Exactement. pour ça que je dis qu'il faut aller plus haut que ça. Ouais. Et les petits films entre guillemets. Pour moi, pour moi, l'un des plus grandes œuvres de Soderbergh, c'est sa série The Nick, Ah, qui est une série qu'il a sortie en 2014 avec Clive Owen, qui est incroyable. ok. Faut que Qui je est, regarde, ah ouais, franchement, c'est 2 saisons qui rabat toutes les cartes sur ce que ça se passe du coup au début du XXe siècle, en 1900, sur la naissance de la médecine moderne, on va dire. Mais Soderbergh refuse de prendre le parti de faire des films d'époque en mettant des caméras d'époque, des trucs. Au contraire, il le fait avec sa caméra, la fameuse Red 6K avec laquelle il a tourné plein de films dans les années 2010. Donc ça donne une série d'époque avec des images d'aujourd'hui. Ce qui Ok. est en fait pour nous montrer. Enfin, il se passe quelque chose visuellement, c'est Mhm. tout. On en parlera plus tard, c'est pas Je trouve le toujours sujet. très intéressant aussi ces grands cinéastes qui vont vers la forme télévisuelle. Ouais. Bah, on le voit, mais les grands cinéastes arrivent très bien à faire de très bonnes choses Oui, de parce façon que- télévisuelle. On peut citer Lynch, évidemment, on peut citer Piala, Bien sûr, mais on peut citer Dumont, oui, évidemment, Bruno. Bruno. Et oui, non, mais ça aussi, c'est un sujet. Et pour le Soderbergh, pour citer un peu les gens, les réalisateurs qui ont été contemporains à lui et avec qui il s'est retrouvé un peu dans la même case à la fin des années 90, les Fincher, les Nolan, les Pitié, les Tarantino, Ouais, bah oui. je crois qu'ils formaient un espèce de... Je crois qu'il y avait eu un nouvel Hollywood qui avait été un truc qui a été théorisé avec dedans tous ces gars-là et dont Soderbergh faisait partie. Là où Soderbergh n'est pas du tout dans le même délire, là où justement, attention qu'ils sont des cinéastes pour certains que j'aime beaucoup, hein, mais les Pitié, les Fincher, les Tarantino sont des gens qui ne vont pas aller se risquer à faire des films qui peuvent potentiellement les flinguer. Mhm. Ils vont toujours faire des gros films, ils vont prendre le temps, ils vont se faire oublier, ils vont se faire rares pour revenir et que ce soit un événement. Là où Soderbergh tourne tout le temps. Un peu comme Godard en fait finalement, c'est un peu un... Et bah, c'est exactement ce que je disais il y a pas longtemps. Je pense que s'il fallait trouver quelqu'un, comment dire, un nouveau Godard, on va Mhm. dire, bah, je pense que Soderbergh, en tout cas dans la façon de travailler, la façon Bah mais de oui, réinventer sa forme, de trouver, de toujours aller plus loin dans la technique, de trouver de nouvelles choses, de nouvelles formes. Ouais, et bah, d'être Soderbergh, oui, oui, dans la matière aussi. évidemment. de- Ça va Dans de la soi. matière de faire lui-même le montage, Mais oui. d'aller remonter sans arrêt ses films, Oui. les films des autres, de mettre des extraits dans le film. Je crois que c'est dans l'anglais de Limey, qui est un film qu'il fait juste après Ocean's Eleven, où dedans, il y a comment s'appelle cet acteur qui est mort récemment, qui était dans le film de qui était dans le film de Kleber Mendoza Filho, Udo Ah, Kier. Udo Kier. Udo Kier. Donc il y a Udo Kier qui est le personnage principal du film l'anglais. Et dans le film, le passé du personnage, c'est des images d'un film de Ken Loach sorti il y a 35-40 ans, dans lequel Udo Kier était jeune. Et du coup, il lui invente, J'adore. il réutilise des images d'un vieux film pour... Mais oui, mais Et évidemment. mais C'est ça, super. Et c'est tout le long. Et comme dans Ocean's 12, Oui. Julia Roberts, dans le film, doit se faire passer pour la vraie Julia Roberts. Ouais. Et il y a tout un Ouais, rapport c'est comme ça de faux semblants, il caste des acteurs et des actrices en ayant conscience de ce qui renvoie aussi dans la vie réelle, ce qui refait là dans les Christophers. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et en fait c'est un cinéaste qui
qui est dans le réel tout le temps, en fait. Ce qui est rare pour les États-Uniens, et ce qui n'est pas, en fait, c'est pas parce que le mec est ultra didactique dans sa mise en scène, très précis, qu'on pourrait le comparer par exemple à Fincher qui fait ça aussi, où on a un David Fincher qui est un cinéaste qui est millimétré jusqu'à la caricature. Soderbergh n'est pas comme ça à ce point, mais il a en tout cas des films comme Ocean's Eleven ou même plus tard un chef-d'œuvre que Contagion par exemple, où c'est du montage qui est très cut, qui est très précis, mais sur le plateau il laisse énormément de place au réel, que ce soit dans l'improvisation des acteurs, les déplacements. Lui-même pose très rarement la caméra sur un trépied. C'est très souvent de la caméra à l'épaule, c'est lui-même qui filme. Ouais. Donc il est tout le temps dans la matière, dans le réel. Il ne laisse pas et c'est pour ça aussi qu'il n'écrit plus. Il a dit qu'il voulait... en fait, quand il écrit lui-même ses scénarios, ça bloque quelque chose de sa créativité sur le moment du tournage, parce qu'il a déjà l'idée de la scène avant qu'elle existe. Réussir à se remettre en question là-dessus. Bah oui. Non, mais c'est... Et puis aussi son envie constante d'aller de l'avant tout le temps, d'essayer d'évoluer, de voir comment faire perdurer l'art cinématographique. Là où des gens comme Nolan continuent de fétichiser, prioriser à tout prix jusque la salle de cinéma, jusqu'à faire... là, en ce moment, on est en plein dedans avec l'Odyssée qui va sortir, les conneries. 70, j'entends des trucs. Oui, voilà. Je sais même pas ce que ça veut dire, j'avoue. Désolé, on a un podcast ciné. Hein. Allez, on a IMAX, je sais pas quoi. Je sais pas. Mais attends, mais si tu vas voir le film dans un cinéma normal, tu verras que un quart de l'image. Tu te rends compte ? Je m'en bats les couilles. Non, mais, non, mais en fait, c'est n'importe quoi. C'est bon, les Reg, le Gorilla, là. Oh, c'est infernal. Oh là là, ils vont faire une salle IMAX à Bruxelles, donc maintenant je vais pouvoir ne plus payer des centaines d'euros pour aller à Londres juste pour voir un film en IMAX. Ouais, s'il te plaît. Non, mais c'est stupide. Respecte-toi. Et tu vois que c'est un truc qui n'a pas de sens. C'est insensé de faire des films en IMAX quand t'as, je sais pas, 10% des cinémas mondiaux qui disposent de salles IMAX. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Là où Soderbergh, justement... Mais ces gens n'aiment pas le cinéma. Christopher Nolan n'aime pas le cinéma. Et Soderbergh remet tout le temps cette question en place de qu'est-ce que le cinéma ? Et c'est pour ça qu'il a été un des premiers. À l'époque, c'était... j'ai oublié. Ah si, c'est Girlfriend Experience qu'il a sorti en 2007. Qui était pareil, un film qui parlait des TDS avec Sacha Grey, qui était une actrice porno, encore une fois castée pour ce qu'elle était en dehors et son rapport. Sacha Grey qui joue aussi dans Entourage. Bien sûr, Entourage. et donc, ça, c'était des films qui étaient en collaboration avec Mark Cuban, qui était ce fameux milliardaire états-unien et propriétaire des Dallas Mavericks. Ils avaient lancé une espèce de Netflix avant l'heure, un site streaming, quoi. Et Soderbergh est directement allé chercher là-dedans dès que les caméras, donc la Red, qui était une caméra entre guillemets semi-professionnelle, ou en tout cas qui commençait à apporter, qui était une caméra beaucoup moins chère que ce qui se faisait, et beaucoup plus légère, beaucoup plus malléable. Dès que ce truc est sorti, Soderbergh a été le premier à faire des films avec. Très Godardien. Hein. Très Godard. Dès qu'une nouvelle technologie, il sautait dessus. Quand on a dit qu'on pouvait faire, quand l'iPhone 7 Plus est sorti, il a fait un film à l'iPhone 7 Plus. Ah oui. Et je pense que Godard, s'il avait bien sûr un peu plus de temps, il aurait fait un film à l'iPhone. C'est sûr. C'est obligé. C'est sûr et certain. Je pense qu'il aurait fait, actuellement, il aurait fait un film avec des lunettes caméra. Mais c'est sûr. Évidemment. Avec les méta montés sur CapCut Pro, c'est sûr et certain. Vraiment, mais on a des images de Godard qui s'essayent des nouvelles technologies dans les années 80-90, c'est exceptionnel. Ouais. Non, mais et pareil, il a fait un film en 3D après au début des années 2010, machin, ça. Bien sûr. Mais ouais, non, c'est... Mais parlons du film du jour. C'est peut-être le plus godardien des cinéastes de notre contemporain. Parlons du coup de son 37e film. Dingue, hein. De Christophers. 37e film de Steven Soderbergh à 60 ans. C'est fou d'avoir fait 37 films. Oui. En quoi, du coup, il a commencé à 27, donc en 35 ans, 37 films. Voilà. C'est honorable. Alors peut-être qu'il y en a 36 ou 38 parce que je les ai comptés à la main dans le RERB. Donc peut-être que j'ai zappé un ou deux films. Le RERB avec une température moyenne de 42 degrés. Il faut le dire. Mais dites-nous s'il y en a 36, 35 ou 38. Il a écrit le film avec Ed Solomon, qui est un scénariste
qui a écrit Men in Black Insaisissable, Ok. mais qui avait aussi fait No Sudden Move de Soderbergh, avec qui ils avaient déjà bossé, qui est un de mes films préférés de l'ère numérique Soderbergh streaming, qui est un film qu'ils avaient fait pour HBO, qui était incroyable. On n'a pas parlé aussi on en parlera peut-être un peu dans le film, bien que c'est moins présent que dans certains de ses films précédents, mais la déconstruction du capitalisme Oui, par toujours, et évidemment. l'observation de l'argent et de sa circulation dans les films de Soderbergh qui est passionnante, et No Sudden Move qui est sorti en 2020 je crois, et pour moi l'un de ses meilleurs films là-dessus, donc je vous recommande si vous l'avez pas vu. Et donc Ed Solomon, il revient à écrire ce film. Voilà, c'est comme ça. Bon, directeur photo, monteur, c'est ce bon Soderbergh. Et au casting, on a donc... j'ai pas noté son nom, je suis trop bête. Mais en tout cas, il y a Ian McKellen, donc ce bon Gandalf, le gris. Et Michaela Coel. Michaela Coel, je sais pas comment ça se prononce, pardon. Oui. Et pareil pour jouer les deux enfants, ça c'est très intéressant. Pour le C'est côté où ils très castent intéressant. des gens pour ceux qui ont Ouais. déjà joué avant ou par la vision que les gens ont. Il va prendre James Corden, qui est donc un animateur télé qui a une Ouais. réputation d'être le mec le plus détestable au monde, qui a 50 000 casseroles au cul, qui est vraiment le gars qui est insupportable, et Jessica Gunning, qui avait joué dans Baby Reindeer, qui était une série qui avait cartonné il y a un an ou deux, où elle interprétait une stalkeuse complètement dingue qui harcelait un mec, voilà. Et là, qui joue les enfants donc de Ian McKellen, qui sont vraiment deux vautours. Oui, de vautours, deux enfants très véreux. C'est ça. Donc déjà, intéressant. Bien sûr. Déjà dans le casting, il y a quelque chose. Déjà ça commence toujours comme ça. Et le Gap, qu'est-ce que t'en as pensé alors de j'allais dire ce retour, mais Ce retour. jamais parti, mais toujours de retour, comme dirait Oxmo Puccino, qu'on embrasse. Oui, bien sûr. Donc, du coup, The Christophers. J'ai énormément apprécié The Christophers. Ça, c'est... Il y a quelque chose dans ce film que je ressens, mais que je ressens souvent quand je vois un film de Soderbergh. Déjà, ce qui est intéressant, c'est... Tu te rends compte au fur et à mesure du film, mais tout est dans le cadre. Sur ce que sont les personnages, et pourtant il y a très peu de personnages, c'est presque un huis clos ce film. Il y a très peu de scènes extérieurement à la grande maison de l'artiste. Sur la pensée des personnages, sur leur histoire, sur leur rapport à la vie en général, tout est dans le cadre. Et ça, je trouve que Soderbergh, il capte tout ça formidablement. Tout est là, tout est palpable. En deux plans, on connaît leur statut social. Et tout ça, je trouve qu'il le montre trop bien. Tout ça, c'est un jeu. C'est juste un jeu entre, du coup, là, la critique et l'artiste. Un jeu entre l'artiste et ses enfants véreux. Entre l'art et l'argent. Et je trouve que tout est capté et tout est montré par Soderbergh de façon tellement maligne. Tout est malin dans ce film. Et je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, plus parce que c'est intéressant quand tu as dit que on comprend les personnages en deux plans. Je voulais juste revenir sur la scène d'intro qui est incroyable justement en ça, et qui montre la maestria visuelle de Soderbergh qui arrive en 30 secondes. On voit du coup le personnage de Michaela Coel, on la voit en train de dessiner, elle est en train de dessiner, donc on voit qu'elle dessine bien. Puis ensuite, dézoom, elle se lève, la caméra recule et on voit qu'elle va dans son... donc on voit qu'elle bosse dans un espèce de food truck. Food truck extérieur à Londres. En 30 secondes, tout est dit. Aucun dialogue n'a été prononcé, rien n'a été... Mais ça y est, on a tout. La concision de Soderbergh et la précision toujours, mais c'est incroyable. Parce que lui, Soderbergh, c'est vraiment une de ses obsessions, c'est qu'il faut être concis tout le temps. Il faut raccourcir au maximum, couper le plus possible, le moins de gras, faut que tout soit... Ça fait que ces films durent toujours entre... Tout est dans le cadre. C'est ça. Voilà, et même les personnages, c'est que ça aussi c'était intéressant, et c'est tous les personnages de Soderbergh qui sont comme ça. Tous les personnages de Soderbergh n'existent que dans les films. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse pas au passé, on s'intéresse pas au futur. C'est le présent, c'est dans le film. Tout se passe, les personnages vivent et existent pendant le film, comme une espèce de
comme si Soderbergh savait que c'était de la fiction et que en fait et c'était pareil dans Ocean's 11 quand à la fin d'Ocean's 11 et au début d'Ocean's 12 on dirait que les personnages n'ont pas bougé et que ça y est Oui. à chaque fois ils font rien et on vient les récupérer et pour faire quelque chose dans le film et là c'est pareil, c'est des personnages qui traversent Quel les début, Ocean's 12, je repense au début. Ocean's Le 12 montage, le début de C'est Ocean's fou. 12, c'est incroyable. c'est complètement dingue. mais ouais, je suis d'accord avec ça et j'adore. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Et, et là, dans une des critiques que j'écoutais tout à l'heure en venant pour voir un peu ce qui se disait sur The Christophers, il y avait un critique qui disait ouais, bon, moi, j'avoue que au milieu du film, je me suis dit, mais de quoi ça me parle en fait voilà, je comprends pas. Bon, c'est pas déplaisant, mais il y a pas vraiment grand chose à en dire. C'est juste Soderbergh qui fait des films. Je me suis dit, mais pourquoi il fait ce film en fait et toujours, déjà, je suis toujours impressionné par la faculté des gens à se ridiculiser sans se rendre compte. Genre le mec dit ça à la radio, hein, c'était même pas un mec, c'est même pas un sombre podcast ou un truc comme ça, hein, c'est un gars sur Radio France, quoi, France Inter. Il arrive, on le paye pour parler d'un film de Soderbergh et il dit ça. C'est admirable. Franchement, c'est impressionnant. Bravo à toi. Alors que moi, je trouve que le film est ultra riche. Alors, je comprends que, encore une fois, si on est un spectateur moyen qui s'intéresse pas à Soderbergh, enfin moyen, normal qui s'intéresse pas à Soderbergh, bon, je comprends que tu puisses voir ce film comme un petit film un peu insignifiant, un peu sympa, sans plus. Mais je trouve que dans le film, il y a des trucs incroyables. Il y a des trucs incroyables. Déjà, la scène de la première rencontre entre les deux, qui est une très longue scène. C'est une très très longue scène de dialogue entre les deux. Ça dure longtemps. Je me demande s'il n'y a pas un long plan séquence là-dessus. Oui. Et je trouve tout est formidable. Ouais. Déjà, la première fois qu'on voit, du coup, l'artiste, j'ai plus le nom du personnage. John J'ai plus le nom du Glazer. personnage. Julian. Jonathan Glazer. Julian. Oui. C'est tout, j'ai pas le... Et- Scar. Julian Scar. Pardon. Je On sais s'en plus. fout. Julian, c'est sûr que c'est Julian. Mais déjà, rien que dans cette séquence, il y a tellement de choses qui se passent. Ouais. Je trouve ça tellement formidable, même, on en reparlera peut-être aussi, mais la manière dont est montré le personnage de l'artiste qui est là sur son iPhone en train de faire des vidéos Mais ça, c'est payées, super. ça c'est une super Mais idée. déjà, ça montre que c'est Soderbergh qui s'intéresse au présent parce qu'il sait Mais que il connaît déjà ce concept de. Bon, après, aux États-Unis, c'est ultra connu, peut-être c'est moins connu en France. Mais le fait est que ce mec était un peintre, enfin, l'absurdité du peintre et donc un art noble est en train de se filmer pour envoyer des bons anniversaires à la chaîne à des gens, quoi. Et il y a un plan que j'aime beaucoup. Parce que du coup, il a vraiment un setup qui est dédié. Il a Oui, son c'est iPhone. c'est ça qui est formidable il a dans, la dans- ring dans le light. plan, c'est la light d'influenceur. C'est ça. Et en fait, à un moment Il a donné, 85 ans. au début, on le filme de dos, donc on va pas son visage. Attention, ça c'est très intéressant. J'ai quelque chose sur ça. Restez bien dans l'épisode, c'est très très intéressant. Je fais du teasing d'analyse. c'est fou. Oui, c'est comme ça. À un moment donné, il y a un plan donc sur lui. Donc on est face à son visage et on voit il a la lumière de la ring light dans les pupilles, Oui. qui est un truc normalement que tu vois que sur des visages de jeunes hommes ou de jeunes femmes, quoi. Tu vois pas un vieil homme avec la pupille ring light. C'est vrai. Et là, et sur ce Donc plan déjà, là, il y a ça- quelque chose Mais oui. de nouveau là-dedans. tu te dis ah mais ok, il se passe un truc. Et je reviens sur Non, le. puisque le critique de France Inter il dit qu'il se passe rien. C'est pas. vrai. Il y a rien à dire sur le film. Et il y a tout un truc. Bon, alors là, faut revenir un peu aussi sur ce qui fait la sève de Soderbergh depuis maintenant plusieurs décennies, on va dire 20 ans. C'est l'anonymat de l'art. Mm. Ça, c'est un sujet qui intéresse Soderbergh depuis très longtemps et quasiment la majorité de ses films traitent de ce sujet-là d'une manière ou d'une autre. Déjà, lui-même, on disait tout à l'heure qu'il était directeur photo, monteur. Il faut savoir que il prend des pseudos. Il prend des pseudos pour être pour ces jobs-là. Donc, directeur photo, c'est Peter Andrews. Et monteur, c'est Marianne Bernard, je crois. Qui sont les noms de ses deux parents. Et donc, du coup, déjà là, il y a quelque chose de l'anonymat de l'art. Quand il sort Paranoia à l'époque, donc le film tourné avec l'iPhone 7, il dit
j'aurais aimé signer ce film avec un pseudo, parce que du coup, là, le fait, le fait que je sois Soderbergh qui réalise ce film, qui est une petite série B, sans autre ambition que d'être une expérimentation visuelle, voilà, on va me juger en tant que tel. Alors que, il dit, je crois, si c'était l'œuvre d'un jeune réalisateur de 23 ans du fin fond de la Hollande, Oui. est-ce qu'on n'aurait pas dit que ce film était révolutionnaire, complètement fou? Et du coup, ça pose cette question-là. Tout le film là de Christophers est marqué de qu'est-ce qui, quel est le rôle de l'auteur, quoi? Quelle est l'importance de l'auteur dans une œuvre? Et ça appelle à l'anonymat de l'art, parce que en fait, tout peut devenir de l'art. Il y a aussi une humilité folle par rapport à ça. J'en parlerai tout à l'heure. Je reviens juste sur le dos, où quasiment à chaque fois qu'on parle d'une peinture, on ne voit pas la peinture, on voit l'arrière de la peinture, tout le temps. C'est vrai. De la même manière que quand le personnage, du coup, j'en parlais, la première rencontre, elle le voit de dos, et lui ne se tourne que au bout de... C'est très long, parce que du coup, elle rentre dans l'appartement, il est en train de faire une vidéo, et il est dos à elle pendant bien 5 minutes. C'est ça. On voit pas son visage. De la même manière que quand elle va chercher les tableaux sont cachés au fin fond d'un truc, on n'en voit que l'arrière. Et quand Julian, le peintre, se remet à peindre, ça aussi, ça c'est super. Hein. Il y a il y a un dialogue avec Soderbergh lui-même où donc le peintre ne peint plus rien depuis 10 ou 15 ans, il a plus envie. Et d'un coup, ils se disent, bon, bah là, vas-y, il faut qu'on refasse des tableaux, mais qu'on les fasse moches pour faire chier les enfants. Et là, le peintre retrouve un certain plaisir en mettant, encore une fois, les mains dedans, par la matière, en mettant non pas un pinceau dans une peinture, en mettant ses mains directement dans la peinture. Pareil, c'est très palpable ça. Mais quand oui. il prend les plumes, il dit c'est ça. Ah putain, j'ai 80 ans et je sais même pas que les plumes elles se C'est jettent. ça. Et du coup, il s'amuse à nouveau avec la matérialité de son art, en mettant lui-même, de la même manière que Soderbergh, qui perdait l'envie de faire des films, a retrouvé l'envie quand il a remis la main sur ses œuvres, en les montant, en les filmant lui-même. Donc il y a à ce moment-là un dialogue qui se passe là-dessus, et j'aime beaucoup le dialogue qui en suit, où donc il réfléchit pas à ce qu'il fait, juste il s'amuse, il jette de la peinture, il jette des paillettes, des trucs. Et à un moment donné, il dit à Michaela Coel, il lui dit mais pourquoi, qu'est-ce que je fais, pour qui je le fais, pourquoi je le fais, et elle lui dit bah continue, t'as l'air de t'amuser, donc amuse-toi en fait. Ouais. Et lui se pose des questions alors qu'il a même pas, il est en train de faire l'œuvre, il est en train de se dire ah ça ressemble à quelque chose, mais attends qui va aimer ça, pourquoi je le fais, est-ce qu'on va aimer parce que je suis en train de faire le guignol, et ça c'est des questionnements que Soderbergh, je pense que tout créateur dans n'importe quel art, forcément à partir du moment où t'as envie, où t'es connu, tu dois faire face à ça. Mais là dans le film je trouve que cette scène elle est vraiment ultra bien faite, et encore une fois on ne voit pas ce que fait Julian sur la peinture, sur la toile. On ne voit que le dos. Parce que ça aussi, c'est un grand truc de Soderbergh, c'est l'objectivité des images. Et à partir du moment, en fait, où on verrait, parce que n'importe quel autre réalisateur aurait filmé la peinture, on aurait vu, et ce serait été beau, et on aurait dit, ah oui, bah voilà, il est de retour. Mais en fait, Soderbergh, lui, se dit, si je montre la peinture, j'ouvre la porte au fait que le spectateur puisse se dire, c'est beau ou c'est pas beau. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le plaisir que prend le peintre à faire son œuvre et le retour de cet amusement enfantin alors qu'il a 80 ans. Et du coup, l'immortalité un peu de l'art et Exactement. Loin de toute intention capitaliste ou commerciale ou autre. Et c'est une scène brillante. Et le monsieur de France Inter, ça, il a pas vu. Une nouvelle séquence brillante, comme il y en a, il y a beaucoup d'autres dans ce film. Franchement, si un critique cinéma n'est pas capable de voir la brillance, non, la brillance, oui, ça se dit, oui, ça se dit, ouais. la brillance de certaines séquences de ce film, et même la brillance de ce film, disons-le, bien sûr, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais je pense encore une fois que ça, c'est dans toute la filmographie de Soderbergh,
Bien sûr. Il y a un souci là-dessus, mais Et même l'appel aussi un peu à l'humilité, où justement les critiques disaient ah bah oui, Soderbergh c'est un mec qui fait des petits films dans son coin, il a pas de très grands films, ou il en a plus. En fait, c'est pas ça, on s'en fout. Mhm. L'important au final, c'est pas ça. Et encore, et je dis ça alors que moi-même ça peut m'arriver ou ça a pu m'arriver parfois de dire ah bah oui, oui, peut-être qu'il manque un grand film à Soderbergh, ou j'aurais aimé voir un grand film de lui. Ça, voilà, mais là, Soderbergh le questionne en disant, mais en fait, est-ce que c'est vraiment... Quelle importance au final? C'est ça. Tu vois, je sais pas, dans 100 ans, est-ce qu'on parlera est-ce qu'on parlera plus de Memento de Christopher Nolan, ou du fait que Godard faisait des copies, pardon, mais faisait des collages Oui. de films dans son coin pendant... Enfin, tu vois, Ouais, ou que non, c'est ça. Soderbergh avait inventé quelque chose de la même manière que, tu vois, un film comme Contagion a Mhm. été précurseur. Mais les gens disent oh bah Soderbergh a vu venir le Covid. Non, non, il s'est intéressé à comment fonctionnait la circulation des Juste, flux il est au courant. dans le monde, et il s'est dit bah en fait, vu que et en plus la fin de Contagion elle est incroyable, pareil, c'est très concis, où en fait on voit comment la maladie est née, donc on a une Ouais. espèce de montage où on voit donc des tracteurs qui sont en train de déforester une forêt pour refaire sûrement une entreprise, une usine ou je sais pas quoi, une chauve-souris du coup qui tombe, et donc du coup voilà, le fait que c'est l'homme lui-même qui crée sa propre truc. Je sais plus pourquoi je suis parti là-dedans. Je sais plus pourquoi je suis parti là-dedans. Mais Non, mais il est toujours inscrit de toute façon dans le réel, dans son contemporain. c'est ça. Encore une fois, il y a plein de détails dans ce film qui sont. Bah, il y a des discussions du coup entre les deux personnages. Enfin, tu vois qu'il y a une différence de génération. Il y a ce mec, cet artiste qui a sûrement été souvent. Mais il le reconnaît qu'il a souvent été con dans Oui, certains points. Il y a tout ce truc de. Il a participé à une émission télé de Ouais. merde. Je sais pas, Art c'est. Fight. Art Fight. Ouais. C'est évidemment que je pense pas que un truc comme ça existe, mais il y a Oui, mais beaucoup ça de choses existe. similaires. Ça existe dans la musique. Voilà, c'est ça. Et c'est très intéressant qu'il met ça sur sur la peinture. Ouais. Et, et il le dit lui-même, le personnage, et c'est incroyable cette remise en question quand il dit ouais, non, mais j'avoue, ce jour-là, j'ai même pas regardé votre tableau, j'ai Bah juste oui. pensé à la blague que je vais faire après. C'est ça. Et et il capte beaucoup de choses là-dedans. Ouais, bah oui. Évidemment, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont. Et sur la marchandisation aussi, ce que du coup son statut l'a fait devenir, cet homme, quoi. Ouais. À un moment donné, il lui dit pourquoi vous avez dit dans votre article, parce que du coup Michaela a écrit un article sur lui quand elle est jeune, où elle dit qu'il a, je sais plus ce que c'est le terme exact, mais qu'il a fait imploser son héritage, quelque chose comme ça. Oui, Et oui. il lui dit mais pourquoi vous avez dit ça et tout. Et il sait très bien, parce que lui-même elle lui dit bah en fait dans 100 ans les gens se souviendront de vous comme un animateur de télé et pas comme le grand Ouais. peintre que vous avez été, quoi. Mais ça parle aussi de ça parle aussi de l'héritage qu'on laisse Et oui. en tant qu'artiste. Et oui, Vianney. On se souviendra de toi comme le mec dans The Voice, c'est pas le chanteur. Bah, par exemple, tu vois. et, et sur aussi la valeur financière de l'art en général, qui là, la peinture ne devient même plus, parce que Soderbergh a longtemps critiqué euh, hors et dans l'écran, dans ses films et dans ses déclarations, le capitalisme, la marchandisation, le libéralisme du cinéma, le fait que les films coûtent trop cher à faire produire, que il a souvent dit cette phrase superbe, parier sur les chevaux, pas sur la course, parier sur les artistes et pas sur le médium, monsieur Nolan. Bref. et On va en parler bientôt. et, Monsieur et Nolan. là, l'ironie dans le scénario que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc le mec qui rachète les tableaux, de Julian, c'est même pas pour gagner de l'argent dessus, pour faire de la spéculation. C'est-à-dire qu'on est dans une ère post-capitalisme. Il rachète les tableaux pour payer moins d'impôts. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus, là où l'art était relégué à la valeur financière pendant une certaine époque, ce n'est même plus, il n'a même plus de valeur financière. Il est utilisé limite comme monnaie d'échange, comme une espèce de troc, comme un espèce de... Et pareil, ça c'est passionnant.
Enfin, je veux dire, l'idée, Non, mais elle est folle. Encore une C'est fois, fou ce que montre du doigt Soderbergh. Oui, Là où les autres réalisateurs et réalisatrices sont encore à dire oh bah le capitalisme, l'argent, c'est pas bien. Soderbergh lui est déjà en avance à dire mais il y a même en fait on est même plus réduit à de la valeur financière, on Ouais. ne vaut plus rien. Les artistes sont juste là pour faire mousser les riches et en retour, c'est même pas de l'argent qu'on gagne, c'est voilà, c'est ça, c'est des des zéros et des 1 du pourcentage de trucs, enfin c'est ça. plus rien n'est palpable. On arrive à un moment du capitalisme C'est où il n'y a même plus. Tout s'évapore dans l'air. Et ça, c'est ultra intéressant comme piste de réflexion dans le film. C'est clair. Ouais. Je vois même pas comment, encore une fois, certaines personnes puissent pas voir Ouais. la grandeur de ça. Mais bon, écoutez, Et je pense que Soderbergh, d'ailleurs, va se jeter dans l'IA très vite. oui, Ouais, c'est ma take. non, c'est même étonnant qu'il ait pas déjà. Mais en vrai, l'IA est intéressante Mais bien dans ce point-là, dans ce point-là, parce que on est dans un moment où. Alors oui, il disait aussi, je sais plus, mais il y a pas mal de temps qu'il dit ça, il parlait pas de l'IA, mais il disait en gros, j'ai plus la citation exacte, euh, mais c'est ce qu'il dit dans le film aussi, c'est qu'en fait, être un auteur avec une patte visuelle, avec un style précis, c'est ce qui va te mener à ta perte, puisque si tu as un style reconnaissable, tu vas être imité. Tu es facilement imitable. Donc qu'est-ce qu'un auteur si sa singularité devient ce qui fait qu'il est... J'ai pas la formule exacte. Oui, Mais en fait, c'est ce qui fait ta singularité. Pour être un auteur, il faut que tu aies une patte visuelle propre. Mais à partir du moment où tu as ta patte visuelle propre, tu vas être déclinable et copié fois 1000. Et l'IA, en fait, l'IA pourra faire un film de Nolan. Mais oui, L'IA bien pourra sûr. faire un film C'est de... déjà fait. L'IA Mais pourra oui. faire un film de Steven Spielberg. Elle pourra faire... Mais elle pourra pas faire un film de Soderbergh. Parce que les films de Soderbergh n'ont pas de... Il n'y a pas le fil rouge. C'est ça. Oui, Il n'y a pas un truc, il n'y a pas le tampon. Je suis Steven Soderbergh. Alors oui, si on s'intéresse à son cinéma, on reconnaît certaines obsessions, Oui, certaines oui, choses. bien sûr. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là où, en fait, demain, n'importe qui, tu prends ton iPhone, tu filmes 3 plans de grands espaces, tu mets une musique, tu mets un... C'est Christopher Nolan. Oui, bah de toute façon, chaque Le plan c'est ça. d'un film de Christopher Nolan et tu le captes directement, tu sais que c'est Christopher Nolan. C'est ça, tu deviens... Ou un Wes Anderson. Exactement. Mais encore une fois, ça, je pense que c'est... En plus, c'est des réalisateurs qui, au bout d'un moment, en ne renouvelant pas leur forme, se parodient eux-mêmes. Ils se parodient eux-mêmes. Et c'est un défaut que je reproche à Quentin Dupieux sur, Bien sûr. sur beaucoup de points, et surtout sur ces dernières années. Bon, on va Et parler... encore une fois, je le on va redis, il y a parler pas mal de cinéastes que j'adore qui sont là-dedans. Donc Oui. c'est pas une critique en soi. Non, mais évidemment. C'est une piste de réflexion ultra intéressante à l'heure, à l'heure de l'IA, là où personne ne se pose la question, Soderbergh se la pose. Comme à l'heure des flux, de la circulation mondialisée, du capitalisme qui détruit les environnements. Et Soderbergh s'est posé la question de bah oui, mais du coup, on peut. Tout ça, ça facilite pas des C'est choses. ça, bien parce sûr. que oui, effectivement, demain, tu peux commander un ordinateur à Los Angeles qui sera devant ta porte dans 2 jours. Mais qu'en est-il quand ce sera un virus? Parce que oui, tout fonctionne en même temps. Donc Soderbergh se pose cette question 10 ans avant le Covid. Ouais. Aujourd'hui, il se pose la question de qu'est-ce qu'un auteur, au moment où l'IA pointe le bout de son nez, et où les débats sont pas au bon endroit, à mon avis. Ça, c'est encore autre chose, on en parlera pas, parce que c'est pas notre domaine d'expertise. Pas du tout. Mais je pense, on en parlera peut-être parce que ça touche le monde artistique et on va en avoir de plus en plus. Mais pareil, je pense qu'il y a une question à se poser là-dessus sur qu'est-ce qu'un auteur et qu'est-ce qui fait une œuvre et qu'il faut retourner à l'anonymat de l'art. En tout cas, c'est ce que Soderbergh prône. Et en tant que anti-capitaliste, gauchiste, pro-artiste, c'est un peu la position qu'on devrait avoir, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait d'accord. Et voilà, je pense qu'on a terminé avec Soderbergh. Je pense que... Je regarde juste mes notes, j'ai pas vérifié des trucs. Oui, juste un petit détail que j'aime beaucoup. Mais me paraît, ça rejoint un peu ce côté humilité dans l'art.
c'est que ce qui était au début raillé, donc on se moque d'un vieux peintre qui est un mec qui envoie des vidéos de bon anniversaire, devient à la fin une œuvre d'art dans un musée. Où, Oui, donc oui, du très, coup, très bonne idée, ça aussi, oui. elle fait une espèce d'installation artistique dans laquelle il y a plein d'écrans avec les différents messages que Ouais. le peintre a laissés, et ça devient d'un coup une œuvre d'art. Ce qui Ouais. était au début un déclassement de l'artiste, une honte, à sa mort devient... Mhm. Donc c'est aussi là Soderbergh qui nous dit, bah oui, mais parfois il y a des arts mineurs qui sont... En fait, tout dépend ce qu'on en fait. Je crois que c'est ce qui a marqué, c'est une citation aussi, où il dit les machines, je sais plus, les machines sont agnostiques, c'est les gens le problème. Ah, oui, oui, oui. tout à Fameuse fait. citation. Et en fait, c'est ça, c'est comme l'IA. L'IA en soi, c'est un outil. C'est ce qu'on en fait le C'est problème. l'utilisation. De même que le cinéma, l'argent, etc., etc. Donc voilà. Regardez les films de Soderbergh Oui. et, évidemment. et regardez-les d'autant plus qu'on va faire un épisode dans un futur proche. Ah oui, parce qu'il faut en parler. certainement. Oui, oui, on Il va faut en en parler. parler, parce que, bon, vous l'avez compris, nous sommes des personnes qui aiment énormément, Ça fait 45 minutes. Soderbergh, l'art de Soderbergh. Tout à fait. Est-ce qu'on passe à Quentin Dups? On passe au dupe. On passe au dupe. Jeu de dupe, Quentin Dupieux, 16e film Le pour le dupe. coup. Ouais. 16e film. Après, il a... C'est pas mal. Il y a moins de. Il y Il a a moins commencé d'âge. après. Et puis il a quoi? Il a quarantaine, j'imagine. Oui, il a la depuis. quarantaine, ouais. Donc il a le temps. Il va dépasser, je pense. Quoique, parce que Soderbergh, il a quand même fait plusieurs séries. Hein. Ouais. The Nick, Mosaïque, et une autre dont j'ai oublié Bah, le nom. ce qui était intéressant sur Dupieux, c'est que jusqu'ici, je voyais ce qu'il voulait faire, et il allait continuer dans ses... Bon, je vais dire ses bêtises, mais il allait ça avait l'air d'être un rouleau compresseur. On voyait un peu où... On savait où ça allait venir, ce qui allait venir à chaque fois, c'était pas... Ouais. Là, pour le coup, avec ce nouveau film, Le Vertige, ben... Là, je me dis, ok, bah, peut-être que le prochain Dupieux, ce sera encore autre chose. Ouais. Peut-être. C'est vrai que là, il part c'est intéressant. à un petit renouvellement déjà visuel de son film avec donc c'est ce parti pris de le réaliser en Oui. film d'animation 2D style PlayStation 2 Oui, deux. Oui, GTA 3 Oui. et GTA Vice City, je crois qu'il cite. Ouais. Je crois que c'est ça son inspi. Avec un casting Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs de Moustier. Casting classique du Pieux. Oui, ça c'est le casting. Pour le coup, pas grand-chose n'a changé. Et un concept intéressant. Oui. Un concept intéressant, donc, qui est le personnage d'Alain Chabat qui commence à avoir des doutes sur la véracité de sa propre vie, de est-ce qu'on n'est pas une simulation. Parce qu'il découvre des bugs dans Il y la a matrice. des bugs. Il y a des bugs. Et autre chose intéressante, c'est que Dupieux sait que ce scénario, c'est pas original. Oui. Non mais tout le monde le sait, mais au moins, Oui, oui. il pointe du doigt et dit ok, bah je vais parler de Matrix. Oui. Non mais c'est ce qui est intéressant quand même. D'autant plus, deuxième truc intéressant là-dessus, c'est que j'ai vu une interview où il dit qu'il aime pas Matrix. Ah, mais ça j'aime beaucoup. Il dit, Mais ça bravo. Mais ça j'aime beaucoup. il dit, j'aime pas Matrix, mais j'aime bien cette idée de Après, le film m'emmerde, mais l'idée me plaît. Et en vrai, moi pareil, moi je suis un grand fan, comme j'ai un peu dit au début, Mm. je fus un énorme fan de Dupieux à l'époque où je le découvre, donc j'ai quasiment je l'ai quasiment découvert tout de suite, enfin non, mais je crois que j'ai commencé à regarder à partir de Wong, Mhm. qui est donc c'est son deuxième ou troisième film, et à partir de là vraiment il y avait eu Rubber et Steak avant. c'est ça, et non-film. Enfin, Steak, en fait, je découvre Steak, mais je sais pas que c'est Quentin Dupieux. La nouvelle comédie de. C'est ça, Eric Ramsey. on avait quoi, c'était quoi, 2006 2008 2000, j'aurais dit 2007, mais. Voilà, bah entre les peut-être deux. pas. Donc voilà, on avait 10 ans, 11 ans, j'avais aucun recul sur qui était Quentin Dupieux. Mais donc je découvre Wrong et je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il fait ce gars, c'est absurde, j'adore. En plus, pareil, comme Soderbergh, il tourne avec un Canon Ouais. 5D, qui est un appareil photo que tout le monde, abordable quoi. Mhm, ouais. Plus abordable que la Red 6K de Soderbergh qui reste quand même un peu cher, mais bon, c'est les States. Donc je suis à fond dedans, j'aime beaucoup l'absurde, j'aime beaucoup les dialogues, les idées. Grâce à ça, je découvre tout le cinéma de Buñuel, de Bertrand Blier. Donc ça reste quand même un cinéma qui m'a inspiré à en découvrir d'autres.
Donc je suis à fond dedans. Quand il revient en France avec Au Poste, je suis trop content, j'aime trop. Réalité, ça, c'est un de mes films de chevet que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Et moi, j'ai été Du Zouz. Dupieux Zouz jusqu'à très tard. Même encore aujourd'hui, je suis toujours très content d'aller voir un film de Dupieux. Je les attends tous. Parce que je considère aussi que, à la manière d'un Soderbergh, son... Enfin, Soderbergh un peu moins, parce que on va plus Dupieux. Son cinéma en fait, se juge pas film par film. C'est tout un... Son geste artistique est continu. Ouais, ok. C'est un flux continu, en Oui, fait. oui. Et c'est pour ça que la critique qui revient souvent, avec laquelle je suis pas... Enfin, je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que je la trouve pas très pertinente. C'est oh bah la fin est nulle, ça tombe à plat. Le truc n'est pas là. Mhm. En fait, il n'y a pas de fin dans les films de Dupieux parce Oui, qu'il oui, n'a pas c'est ça. fini. La fin de Quentin Dupieux, ce sera son dernier film. On touche du bois le plus tard possible pour lui. Où là, il refermera quelque chose, mais pour l'instant, ça reste un cinéma ouvert qui dialogue avec lui-même sans cesse. Ça, pour le coup, un peu à la manière d'un Soderbergh aussi, où pareil, Soderbergh rappelle dans Ocean's 12, les acteurs réagissent à ce qu'ils ont fait dans le Eleven. Dans Hors d'atteinte, on a un peu Clooney joue un peu Danny Ocean Oui. en boucle dans les films de Soderbergh. Donc on a ce côté-là, cette espèce de geste continu qui moi me plaît, et je comprends encore une fois que quand on n'est pas intéressé par le cinéma théorique et critique, en fait tu vas voir un film de 1h03 où ça finit en eau de boudin, où le mec te fait une promesse au début et à la fin c'est oh bah non en fait c'était une pièce de théâtre, ah c'est fini. Je comprends que ça fasse chier, mais moi ça m'intéresse en tout cas en tant que spectateur assidu de Dupieux, et j'aime beaucoup cette inconscience aussi, pour le coup totalement inverse à Soderbergh, où tu vois que le gars, à la manière d'un peintre, il ouvre son scénario et puis il balance. Mhm. Non, mais oui, tout à Il fait. sait pas où il va, ça se voit. Oui, ça se voit. Il arrive, il sait pas comment il en est arrivé là, il a plus d'idées. Bon, bah c'est fini. Peu importe que ce soit cohérent, que ce soit Tout à fait. que ça boucle avec quelque chose ou pas, il va au bout de son idée jusqu'à ce que ça le fasse plus marrer et il s'arrête là. Ce que je peux comprendre être embêtant pour beaucoup de gens. Personnellement, ça me plaît beaucoup. Mais voilà, le vertige, le gap, toi, t'en as pensé quoi? Moi, déjà, sur Dupieux, juste. Vas-y. C'est vrai que ces derniers temps, il m'avait pas mal perdu. Mm. Il y a eu la bulle Yannick, on va dire, j'avais beaucoup aimé, mais sinon, non, C'est un peu ronflant. ça En ne fait, ça ne m'intéressait plus. Je suis arrivé à un point de me dire, quand il y a un nouveau Dupieux, c'est, ah ouais, un nouveau Dupieux, un peu la flemme. bah, en fait, c'est intéressant. Et quand j'ai eu il ce point, et j'ai eu renonce, ce quoi. truc sur le Vertige aussi, où je disais, je te l'avais dit, je crois, Ouais. un peu la flemme. Oui, oui. Bon, bah, il y a peut-être un début de Ah. réconciliation ici. Ah. Peut-être. Non, mais je trouve il se, il se contentait un peu de. Mais je suis d'accord avec toi, hein, ça reste intéressant, mais Oui, je dis pas que c'est bien. Hein. il se contentait de balancer de l'absurde parce qu'il était un peu cantonné dans ce truc. Ouais. Et bon, c'est une phrase galvaudée, mais on peut dire il était un peu devenu une parodie de lui-même. Oui. Sur certains, ses derniers films, on en avait parlé, dans l'un des premiers épisodes, on avait parlé de L'accident de piano. l'accident de piano. Et ce cinéma ne me procurait vraiment plus rien. Mm. Avec le Vertige, déjà il réinvente sa forme, évidemment. On parle de. Mais c'est comme avec Yannick. Pourquoi Yannick c'est bien? C'est parce qu'il a d'un coup, Oui. il va. Il est sur un autre. Il part sur autre chose, il part sur un concept. Donc c'est ça qu'il lui faut à Dupieux. Ouais, Sinon ouais. il s'endort. Et sur ces derniers films, c'est ça qui s'est passé. C'est ça, exactement. C'est que. Et là, je trouve que c'était tout à fait maîtrisé. Ouais. Encore une fois, il va dans l'absurde. Mm. Mais ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. Là où ça ne fonctionnait plus dans ses précédents films, l'humour fonctionne. Ouais. Et il y a des trucs, c'est. Je sais plus à un moment donné des phrases, mais enfin. Mais qu'est-ce qu'il fait ce teubé dans le miroir? Je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est Oui. très marrant. Et Ça c'est pas réel. La montre elle est pas réelle là. Ça coûte 8000 balles, donc je peux te dire que c'est réel. ça, pareil, c'est du Cohen, mais ça Ouais. fonctionne. Ouais. Ça fonctionne très très bien. Et ce film, vraiment, m'a eu, quoi. Enfin, alors attention, je veux pas dire que on est dans les. Ouais. Je vais pas crier au chef-d'œuvre, mais
ce film m'a eu de bout en bout. Je me dis, ouais, bah j'ai envie de les suivre, ces deux cons. Ouais, c'est ça. Même encore une fois, l'absurde, l'autre mec qui écoute la conversation, qui Oui, qui arrive, sort de nulle part. qui sort de nulle part, qui leur raconte sa théorie. C'est... Et ça va aussi loin dans la critique de certaines choses. Ouais. Encore une fois, à la fin, bah, c'est une keynote Apple. L'autre, il Oui, il présente lance Steve Jobs. Et puis, il est en Steve Jobs Prime. Il présente un appareil à la con avec un miroir qui peut qui peut lire les pensées, C'est qui te incroyable. rend plus heureux. Et à la fin, c'est cette gamine qui va dire, mais papa, c'est de la merde, il n'y a même pas d'électronique dans ton appareil. Ça, c'est tellement drôle. Ça fonctionne, c'est trop bien, et il y a vraiment ce questionnement du vertige, du sens de la vie sur... Et je trouve que c'est trop bien. le twist est plutôt intéressant. Là où moi je pensais donc cette question de on est dans une Matrix, enfin lapsus, on est dans une simulation Ouais. et je me suis dit bon il va jamais donner de réponse et en fait ils vont juste et je trouve que c'est même plutôt assez beau Ouais, parce que la résolution de en plus, ça. du coup, il embrasse ce truc, il accepte le fait que, ouais, ok, bah tout le monde a découvert que Yann, Oui enfin, c'est ça, les gens dans cette réalité sont dans une simulation. c'est ça C'est accepté, c'est ok. Qu'il y a d'autres, voilà. et que eux ils sont en fait c'est un peu la réalité pourrie quoi. Oui, C'est un peu c'est ça qui est, c'est c'est la génial. réalité pourrie des vraies personnes qui sont de l'autre côté du miroir quoi. Ouais, Et j'ai trouvé ça très beau, et notamment la fin. Bon, ça finit en autre boudin, encore une fois. oui. Il y avait dans la salle où je l'ai vu, il y avait des jeunes, ils devaient avoir 16, 17 ans. Je pense qu'ils sont venus voir le film parce qu'il y avait Chabat et Cohen, tu vois. Et le film s'est terminé, et ils ont dit bah, c'est fini là? Je comprends pas. Et je comprends, mais je trouve que moi, justement, donc il y a cette scène où il regarde donc dans une espèce de bout de miroir brisé, et il dit oh là là, je me demande ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté Oui. un peu. Et donc du coup, on passe de l'autre côté. Le film passe de l'autre côté du miroir. On est donc dans la vraie réalité où tout va bien, où ils sont potes et tout. Et eux, en fait, ils regardent ce que font la simulation. Ouais, ils sont encore en train de se battre. Ouais, et genre, L'autre, il pleure. c'est ça. Et je trouve que c'est ultra intéressant sur. Bon, alors, c'est pas. C'est en surface, hein, c'est Dupieux. Il a pas creusé Non, là-dedans, non, c'est mais évidemment. inconscient, c'est même pas trop travaillé, mais C'est ça. il y a un côté euh, artiste qui regarde un peu le monde brûler Mhm. et se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça. Et j'aime. Et j'ai beaucoup aimé cette fin, et je trouve que c'est. Moi, je préfère quand Dupieux est dans l'absurde poétique, Mhm. où il est dans quelque chose où il lâche les chiens complètement, là où tu vois dans l'accident de piano ou dans comment s'appelait le film qu'il avait fait avant là. Avec Garel. Oui, le Euh, deuxième acte. oui. Voilà. Deuxième? S- Second acte. Second acte. Second acte. Ou dans ces deux films-là, on est dans des films qui ont une espèce de trame, on va dire, qui suivent une logique cinématographique avec un Ouais. début, une fin, et les personnages ont des réactions. C'est de la comédie, donc ils vont avoir des réactions exagérées à ce qui se passe, mais une certaine cohérence réaliste, on va dire. Là où, dans le film, et comme C'est- dans les films que je préfère de Dupieux, donc réalité, steak, Yannick, les personnages vont accepter de faire n'importe quoi et Oui. vont reconnaître que c'est n'importe quoi. À un moment donné, quand, quand le mec, donc le gars qui leur dit nous sommes dans une simulation, c'est dans le miroir, il se fait écraser par un bus et il y a sa tête qui roule et il parle avec Jonathan Cohen, enfin la tête du cadavre parle avec Jonathan Cohen et Jonathan Cohen n'arrête pas de lui dire mais pourquoi tu me parles là, tu peux pas me parler, ça n'a pas de sens. Et moi, j'aime Oui. bien quand ou alors qu'ils lui disent on est dans une simulation, comme dans Matrix. Tu Oui, vois, c'est oui, en bien. fait, il désamorce tout. Et juste, on est là pour la beauté du Oui, il geste. y a des trucs genre, mais attends, mais là, il y a un autre bug, là. Ta femme, elle vient Ah d'accoucher oui, comme ça au milieu de la cuisine. Il n'y a même pas de cordon médical. Mais quoi? Mais oh, j'ai même pas vu. oui, C'est ok. oui. C'est ça, C'est ok. Où il y a toute cette scène où il parle Jonathan Cohen avec Anaïs Desmoustiers, où ils sont au bord de la baignoire, là. Et ouais. elle arrose le bébé qui Oui, vient de naître en boucle.
Encore une fois, c'est absurde et là, ça fonctionne trop bien. Et même il y a un renouvellement un peu du coup aussi dans le jeu des acteurs, là où il y a quand même une musique Dupieux dans les films. Mhm. Là, on garde un peu forcément parce que c'est sa patte, il écrit toujours un peu les dialogues de la même manière. Ouais. Mais là, il y a à l'inverse des films précédents où les acteurs sont dans le surjeu, là, ils sont dans le sous-jeu. Parce que Tout à pour coller un petit peu à ce rythme, pas à ce rythme, mais en tout cas à cette image de jeux vidéo des années 2000 où en fait les acteurs enregistraient les voix sans avoir l'image à Oui, l'écran. oui. Parce qu'en fait ils enregistraient les voix et ensuite on n'avait pas la technologie pour ou comme aujourd'hui où tu leur mets 15 000 capteurs sur le corps Ouais, c'est ça. et là ils ont un peu tourné de la même manière où j'ai lu que Dupieux en fait ils avaient même pas appris le texte, ils leur donnaient le texte et en fait ils lisent le texte en face à face et ça donne cette espèce Bien de sûr. bizarrerie et ça marche vraiment Ça bien, marche je bien trouve. cette bizarrerie et ouais. Et Non, non, après, c'est après cool. moi, je suis plutôt enthousiaste sur le film, mais j'espérais un peu plus rire, j'avoue. Moi aussi. Non, je suis d'accord là-dessus. Comme il y a des séquences qui se tiennent en longueur où tu Ouais. coupes. Oui. Ouais. Il y a des choses, tu peux réduire des C'est trucs. ça. Ça manque un peu de folie, ça manque un peu de comédie Hmm. dans le dialogue, alors qu'en plus, t'as quand même Jonathan Cohen et Alain Chabat en termes de Ouais, comédie. tu peux faire quelque chose quand même Mais c'est quand même intéressant qu'il ait désamorcé le truc en les faisant sous-jouer. Ouais, Ou c'est... pareil, Jonathan Cohen, tu vois, il y a plein de scènes où qu'il a voulu retourner, où il dit attends, mais là je te fais un truc, je te le fais comme ça et tout. Du coup, elle dit non, non, tu lis le texte. Donc c'est intéressant aussi, ça apporte quelque Cette chose d'autre. bizarrerie est intéressante. C'est vrai. Mais, Mais bon, après voilà, c'est pas le film du siècle. Non. C'est un film que j'ai bien aimé. C'est pas un film on le range dans les bons Dupieux, je pense, mais pas dans les Ouais, c'est ça. meilleurs. C'est Pas ça. dans les meilleurs non plus. Mais ça fait plaisir de le voir un peu se renouveler, tenter autre chose, se mettre C'est en ça, danger. Le manque de réel aussi faisait beaucoup de mal à ses films précédents. Le fait Mais bien qu'il ait sûr. le côté, les tournages très fermés, où, où t'avais pas de décor en fait. Où, Mhm. c'était que, on aurait dit du studio, où Ben, tout c'est est ça, c'est des minimisé décors. au maximum. C'était des décors. Comment dire? Par défaut. C'est ça. Il n'y a pas de. Voilà. Et là, encore une fois, c'est des décors par défaut. Mais ça fonctionne parce que ça Oui, va parce que dans c'est dans Oui, oui. c'est dans le film Enfin, je lui-même. pense à un moment donné où ils marchent les deux dans une rue. Ils marchent, Oui. enfin, ils marchent dans une rue et c'est vraiment le décor PlayStation 2. Oui, c'est ça. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était à Paris aussi. Oui, oui, c'est vrai. Parce Oui, qu'en fait, oui. t'as rien Oui. de. Ça se voit qu'ils ont juste pris des rues random, mais. Oui, je crois que c'est le premier moment où tu te dis c'est dans Paris, c'est quand Alain Chabat il raconte toute la liste des Oui, mecs c'est qu'il a ça. vus. Il dit oh là sur la scène il y a ce chapeau là qui reste. Et tu dis, ah bon, ok. Jonathan Cohen, il rentre dans le métro et il fait des doigts d'honneur au mec d'en face. Ça, cette scène, elle est très drôle. exceptionnelle. Ça c'est très drôle. Bah alors, on Tu s'en dis, fout, m'en rien n'a de je suis dans une sens. simulation. Va te faire Va enculer. te faire enculer et puis Il lui fait des doigts il d'honneur. défonce l'affiche. Oui, il défonce- L'autre en face qui dit mais pourquoi vous faites ça? Mais Oui. ça va pas ou quoi? Rien n'a de sens, on s'en fout. Très- Ça aussi c'est très brut. Ouais. C'est intéressant, c'est tout très brut de. Il vient de comprendre qu'il est dans une simulation, ou en tout cas, donc Il fait n'importe quoi. il fait n'importe quoi et c'est. Ouais, non, non, franchement, il y a quand même des très bons moments dans le film et on retrouve Oui. un peu des moments de grâce de Dupieux. Ça On fait a- longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste sur un film de Dupieux en tout Ouais, cas. je suis d'accord. Et la dernière fois, encore une fois, c'était Yannick où il y avait ce truc qui m'intéressait. Ouais. Ah non, Incroyable mais vrai, c'est avant Yannick, je crois. Ouais, Avec- mais Oui, c'était avant, c'était avant. Oui, c'était avant, bien avant Ouais, ouais. Yannick. Oui, et oui. j'avais beaucoup aimé Ouais, il Incroyable, mais était vrai. super. Et, Qu'on mais oublie d'ailleurs, très souvent d'ailleurs. ah ouais, j'ai moi, l'impression. j'oublie pas. Il est super. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Et on l'oublie très souvent dans la carrière de Dupieux. Ouais, Incroyable, c'est mais vrai. C'est un film oublié Ouais. que t'as Magimel Oh Proud. là là. Magimel dans Incroyable mais vrai, mais faut. C'est magnifique. C'est Et la pas grande faux. Léa Drucker et Chabat, non, c'est un film de fou pareil, mais qui, Oui. encore une fois, en fait, dès que Dupieux s'attaque à la réalité, à qu'est-ce qui est réel ou pas, Ouais, ouais. en fait, tu sens que c'est son sujet, quoi. Mhm. Bah, le film Réalité, c'est son plus grand film.
Incroyable mais vrai, c'est pareil. Là, Le Vertige, en fait, dès qu'il s'attaque, parce que ces films sont tellement fabriqués, ces films sont tellement des simulations de la vie Ouais. de manière à ce que rien ne se passe, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'ils puissent contrôler tout, que forcément ça marche. Parce que on arrive dans des environnements qui sont effectivement fabriqués. C'est pas un mec qui... Ça marcherait beaucoup moins si c'était, je sais pas, Justine Triet qui faisait un film comme ça. Oui, Parce que ces films sont tellement réels, il y a tellement de matière, de trucs que... Mais là, Dupieux, ça fonctionne parce que ces films sont déjà dévitalisés. Et tout à quand fait. il met le doigt là-dessus, c'est là que ça fonctionne. Donc voilà, c'était pas mal. D'autant plus que je crois que le prochain film a pas l'air foufou. Le film qu'il a fait américain, enfin avec oui, Kristen oui, Stewart, oui, Woody oui, Harrelson oui. et tout là. Ouais, j'ai entendu dire que c'était pas dingue, Ouais. mais encore une fois, j'ai peur qu'il revienne. C'est ça. Alors Mais, que il a aussi un film dans les tiroirs avec Eric et Ramsey là qu'ils ont tourné. tout à fait. Je crois que j'allais dire il m'avait dit Eric Judor. Non, il m'a pas dit à moi du tout. J'ai vu dans une interview. C'était pas moi qui parlais, mais il disait que ils avaient tourné, je crois, pareil, un peu comme Yannick, genre en 10 jours, en D'accord. 10-15 jours. Oui, j'en ai entendu parler en effet. Et que c'était bouclé. Mais du coup, voilà, à voir quand est-ce que ça sort. Mais j'attends beaucoup plus de film avec Eric et Ramsey que Ouais, le mais prochain. du coup, ce film, Le Vertige, a fait en sorte que quand il y aura un Dupieux qui sortira, je suis de nouveau plus dans le flemme. Ok, bah c'est déjà pas mal. Donc, c'est déjà une réussite, en C'est effet, ça. de ce film. Quant à moi, je resterai fidèle à Quentin. Bon, voilà, Bah, on peut remballer. on peut remballer. On peut rendre l'antenne. Hein. On peut rendre l'antenne. en Abonnez-vous effet, bien sûr au podcast avant de partir, oui. par contre. Abonnez-vous, c'est très important. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. C'est vrai. Et voilà, et parlez-en. Oui, parlez-en à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Un petit conseil. Vous l'écouterez la lumière allumée. Ouais. Parce que ça va faire peur. Oh là 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 là. Oh, gla 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 Attention. gla. À la semaine prochaine, bisous. À la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao.